Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va parler du Nikon Z9. J'ai eu la chance de l'avoir en prêt de la part de Nikon France pendant un peu plus d'un mois. Avant de commencer, juste pour vous préciser les conditions de cet essai, donc ce boîtier m'a été prêté par Nikon France. En revanche, Nikon France ne voit pas cette vidéo avant la publication. Je peux dire vraiment ce que je veux sur cet essai, donc il n'y a aucune influence de leur part. Ils ont juste eu la gentillesse de me prêter pendant un mois ce magnifique boîtier. Je pense que vous avez tous entendu parler du Nikon Z9, c'est le fer de lance de la marque Nikon. Il est sorti il y a un peu plus d'un an et demi. Il est vraiment réputé pour ses très bonnes qualités en photo, mais aussi ses très bonnes qualités en vidéo, et c'est pour ça qu'un boîtier comme ça m'intéresse beaucoup, parce que moi dans mon activité professionnelle, on va dire que je fais 70-80% du temps je fais de la vidéo et le reste du temps je fais de la photo, et donc utiliser un boîtier qui est très performant sur ces deux domaines, c'est vraiment très intéressant. Tout ce que je peux vous dire avant de rentrer dans le détail, c'est que malgré le fait qu'il ait une très bonne réputation, il a surpassé toutes mes attentes, aussi bien en photo qu'en vidéo. J'aimerais commencer par les capacités vidéo de ce boîtier parce que c'est là où j'ai été le plus bluffé. Moi au quotidien j'utilise un Nikon Z6 et un Nikon Z6 II que j'utilise aussi en photo et en vidéo, mais vu les capacités du Z9, dès que j'ai commencé à le prendre en main et utiliser et voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec, c'est là où j'ai vraiment halluciné parce que finalement c'est quasiment une caméra de cinéma. Pour ce qui est des formats vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K, on peut aussi filmer en 4K 120 images par seconde, donc déjà le format de base, on a tout ce qu'il faut pour un vidéaste. Pour ce qui est des codecs en interne, on peut filmer en H264, H265 10 bits, on peut aussi filmer en interne en ProRes RAW et aussi en Nikon RAW, donc en NRAW 12 bits pour avoir un maximum de flexibilité en post-production, et ça c'est juste quelque chose qui est assez hallucinant de pouvoir faire ça en interne dans le boîtier, sachant que je le précise tout de suite, j'en reparlerai plus tard, mais il n'y a aucune chauffe sur le boîtier quand on l'utilise, c'est assez incroyable. Donc tous ces codecs, j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est vraiment ce qui fait que ce boîtier est vraiment un step au-dessus de tout ce que j'ai pu utiliser par le passé. Dans mon travail, je filme principalement pour la chaîne YouTube Tone Factory, je vous en ai déjà parlé par le passé, et j'ai des conditions un petit peu particulières de travail dans ce cas-là, parce qu'en fait on fait des grosses journées de tournage où je fais jusqu'à 8 heures de rush par jour sur 2 caméras. Donc ça me fait des fichiers assez énormes, j'ai beaucoup de fichiers vidéo à traiter, et c'est pour ça que quand je l'ai utilisé ce boîtier dans mon utilisation professionnelle, je ne suis pas allé sur les formats Nikon RAW parce que j'avais pas l'expérience de ces fichiers NRAW et des capacités qu'on pouvait avoir en post-production, et surtout de tout ce qu'il y avait à faire éventuellement en post-production derrière. Et étant donné que mes sessions de tournage pour Tone Factory sont faites à peu près une semaine après avoir eu le boîtier, voilà, j'ai pas voulu prendre le risque, donc j'ai souhaité dans un premier temps utiliser ce boîtier de la même manière que j'utilise mon Z6 ou mon Z6 II, pour voir déjà s'il y avait des évolutions sans aller sur ces fichiers assez spécifiques. Tout d'abord, un aspect hyper intéressant lorsqu'on fait de la vidéo et qu'on fait des vidéos de produits comme ce que je fais sur des vidéos de guitare, etc. La possibilité de se mettre en 4K et en 100 images par seconde ou 120 images par seconde, donc de pouvoir faire du slow motion en 4K, c'est quelque chose que je peux pas faire sur le Z6 II. En 4K, je suis limité à 60 images par seconde, là je peux aller un petit peu au-dessus, donc c'est vraiment très agréable, surtout que la stabilisation du capteur est excellente sur le Z9, et donc à main levée, on peut vraiment faire des plans très intéressants. Il y a également l'autofocus qui est beaucoup plus performant que sur les Z6, j'y reviendrai sur la partie photo, mais même en vidéo, l'autofocus, il y a du suivi d'objets, du suivi des personnages, et ça fonctionne très très bien, on traque très très bien les objets. Moi qui ai l'habitude de beaucoup faire mon focus en manuel, tout simplement parce que les autofocus sont pas à 100% fiables en vidéo, et on peut vite ruiner un plan d'une guitare, etc. lorsque ça peut pomper un petit peu ou décrocher. Là j'ai vu un vrai apport de cet autofocus qui traque super bien les sujets, et en plus il y a plein de paramétrages pour rendre ça plus ou moins sensible, donc on peut paramétrer ça dans tous les sens, mais déjà juste avec les réglages de base, ça me permettrait de faire des plans à main levée très facilement. Au-delà du suivi des sujets, donc vous avez un petit carré blanc qui apparaît, vous appuyez sur l'autofocus, ça va verrouiller ce sujet, et après vous pouvez vous balader librement. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la possibilité de pouvoir faire des zones personnalisées. Ça c'est quelque chose qui n'existe pas non plus sur le Z6 et Z6 II, et j'ai trouvé ça excellent parce qu'en fait donc on a toujours ces zones qui sont plus ou moins larges qu'on a sur la plupart des boîtiers, mais là on peut paramétrer ces zones dans tous les sens, donc sur un plan fixe par exemple parce qu'on veut filmer quelqu'un et on veut filmer son visage, il peut y avoir un environnement qui peut prêter un petit peu à confusion l'autofocus, on peut vraiment paramétrer le boîtier pour lui dire ok c'est dans cette zone que je veux que tu fasses le focus et que tu regardes pas ailleurs, et étant donné qu'on peut mettre cette zone un petit peu comme on veut, je trouve vraiment ça excellent pour s'adapter à plein de situations. Il y a également toutes les informations qui sont là pour aider le vidéaste à bien exposer son image et bien faire le focus, etc. Notamment le focus picking qui est bien meilleur que sur le Z6 II. On arrive vraiment à voir la zone qui est en focus précisément, et c'est très clair, la surbrillance est bien visible, donc j'ai trouvé un bon apport de ce côté-là dans les cas où on fait la mise au point en manuel. Également une chose qui est géniale pour bien exposer sa vidéo, il y a une waveform dans le boîtier. Au lieu d'avoir un histogramme qui sert surtout en photo, en vidéo ça sert pas à grand chose, là il y a une waveform, donc ça nous permet vraiment d'exposer correctement son image. C'est quelque chose d'essentiel
pour un vidéaste quand il veut bien exposer son image. C'est vraiment une aide indispensable à tout vidéaste. Sur mes tournages, j'utilise quasiment exclusivement des focales fixes et un point que j'utilise beaucoup sur les Nikon plein format, c'est la possibilité de basculer du mode FX du capteur à un mode DX, donc croppé dans l'image. C'est quelque chose que j'utilise très souvent pour avoir un cadrage différent, et sur le Z6 II, il faut passer dans un menu rapide, le menu personnalisé, mais il y a 2 ou 3 clics avant de pouvoir basculer du mode FX au mode DX. Là, ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'on pouvait paramétrer le passage du FX au DX sur un bouton personnalisable, et en fait, ça se fait juste par un seul bouton. Il n'y a même pas de validation à faire. Du coup, je peux être en train de filmer, j'arrête mon enregistrement, j'appuie sur un seul bouton, ça zoome de 1,5 fois dans l'image, et je peux enregistrer tout de suite. J'ai loupé 1 seconde d'enregistrement et ça me fait un deuxième fichier bien sûr, mais en tout cas je trouve ça extrêmement utile pour ceux qui comme moi utilisent principalement des focales fixes. Sachant que ce crop dans l'image peut varier en fonction du mode utilisé. Si vous êtes par exemple en 4K 25 images par seconde, donc soit vous êtes en FX et vous avez une lecture complète du capteur. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais même en 8K, il n'y a aucun crop. Il y a une lecture complète du capteur, ce qui est un point vraiment important. Mais par exemple, si vous mettez en 4K 100 images par seconde, si vous vous mettez en mode où on va cropper dans l'image, ça va faire un zoom de 2,3. Donc dans certains cas, par exemple pour de l'animalier, ça peut être extrêmement intéressant parce qu'on peut filmer en 4K 100 images par seconde et ça va zoomer de 2,3 fois dans l'image. Donc par exemple, si vous filmez avec un 400 mm en 4K 100 images par seconde, si vous croppez dans l'image avec ce bouton, bah vous êtes quasiment sur du 920 mm à peu près si mes calculs sont bons. Donc vous avez énormément de zoom dans l'image tout en gardant du 4K. Donc ça peut être extrêmement intéressant également. Et également un point qui n'est pas négligeable en vidéo, c'est la capacité des batteries, parce que quand on tourne longtemps sur une journée et qu'on filme sur du 4K 100 images par seconde ou qu'on filme en 8K, la batterie ça peut descendre assez vite. Voilà, le fait d'avoir une batterie qui soit plus importante sur le Z9, je pense que c'est vraiment un apport. À titre d'exemple, si vous filmez en 8K, la batterie peut tenir jusqu'à 3 heures d'enregistrement. Donc déjà tout ça, c'est tout ce que j'ai pu constater sur les premiers tournages par rapport à mon Z6 II et mon Z6. Déjà il y a beaucoup d'atouts assez intéressants. Mais là où ça devient vraiment intéressant d'avoir un Z9, bah c'est toutes les capacités dont je vous parlais tout à l'heure, des codecs, notamment du N-RAW. C'est quelque chose que j'ai testé dans la dernière semaine passée avec ce boîtier. Il y a tellement de choses à essayer sur ce boîtier que, croyez-moi, un mois avec le boîtier, c'est pas suffisant. Il y a énormément de choses à voir. Mais du coup, dès que je vais commencer à essayer un petit peu le N-RAW, de voir les différents paramétrages, de mettre ça sur l'ordinateur, de voir les capacités en post-production qu'il peut y avoir, bah là, j'ai tout simplement halluciné parce que je me suis dit, ok, le niveau suivant, en vidéo, c'est ça. En fait, ce qui me faisait un petit peu peur sur ces formats RAW en vidéo, c'est la taille des fichiers. Je fais entre 6 et 8 heures de rush par caméra, bah, il faut pas que les fichiers soient non plus trop énormes, autrement c'est pas supportable de rentrer avec 10 Tera de 2 jours de tournage. Il faut quand même que ça soit assez contenu, et c'est là que le fichier N-RAW est assez intéressant, parce qu'en fait vous avez un réglage en interne, où vous pouvez vous mettre soit en fichier N-RAW avec une qualité normale, ou un fichier N-RAW avec une qualité high, une qualité élevée. Et si vous mettez en N-RAW en normal, il faut savoir que la taille des fichiers est pas si énorme que ça, vu que 1 minute de vidéo c'est environ 2-3 gigas si vous filmez en 4K 25 images par seconde. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, parce que si vous filmez par exemple 1 heure de contenu en 4K 25 images par seconde, bah vous avez environ 150 gigas. Donc c'est vraiment intéressant parce que les fichiers ne sont pas non plus trop volumineux. Alors bien sûr, si vous filmez dans ces formats-là, c'est extrêmement important d'avoir une bonne carte CF Express. Moi j'utilise des cartes Lexar pour être sûr de ne pas avoir de soucis lors des tournages, de surchauffe, de coupe, d'enregistrement, etc. C'est important d'avoir une carte qui soit capable d'exploiter toutes les capacités du boîtier, autrement si vous êtes limité par la carte c'est un petit peu dommage. Et étant donné qu'il y a 2 slots de CF Express, vous pouvez largement faire une journée de tournage en N-RAW sans aucun problème, vous aurez des heures et des heures de contenu sur vos cartes sans aucun souci. Le gros avantage de filmer en format RAW, c'est que vous avez énormément de possibilités d'ajustement de couleurs, etc. en post-production, surtout que là on parle de N-RAW en 12 bits pour la profondeur des couleurs, donc le fichier vidéo a énormément de flexibilité pour faire un petit peu la colorimétrie que vous voulez en post-production. Ça crée un fichier N-RAW sur votre carte. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un deuxième fichier qui se crée en parallèle aussi, qui est un fichier proxy qui est en 1080p sur un format vidéo classique. Pour prévisualiser votre contenu, ça peut être extrêmement intéressant, et on peut aussi commencer les montages avec ces fichiers proxy et puis après les remplacer par les fichiers RAW une fois que le montage est terminé. Les fichiers N-RAW ne sont pas lisibles pour l'instant sur Premiere Pro, peut-être que ça arrivera plus tard, mais il faut les mettre sur DaVinci Resolve pour pouvoir les utiliser, et après une fois que vous avez exploité votre fichier vidéo sur DaVinci Resolve, vous pouvez l'exporter et le mettre ensuite sur Premiere Pro si vous utilisez Premiere Pro pour le montage ou un autre logiciel. Alors j'avais un petit peu peur au départ du travail supplémentaire qu'il y avait à faire en fait quand on a un fichier N-RAW comme ça, mais en fait c'est très simple. Déjà DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui peut être gratuit et vous pouvez exploiter votre fichier RAW gratuitement, on n'est pas obligé de payer l'application, donc ça c'est ultra pratique. Et en fait vous avez juste à mettre votre fichier dans le logiciel. Il y a un petit menu caméra RAW qui vous permet de dire bah ok, c'est quoi mon fichier, comment je dois l'exploiter. Ensuite on applique un load sur cette petite fenêtre. D'ailleurs ce load vous pouvez le trouver très facilement sur le site Nikon, et en fait vous avez juste à glisser ça sur votre fichier vidéo et puis vous avez un contenu normal. Et le gros avantage c'est que par la suite bah, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez changer la balance des couleurs de votre vidéo et vous pouvez triturer l'image dans tous
les sens et ça c'est assez incroyable et surtout que vous gardez énormément d'informations dans l'image. Si vous êtes dans des situations très lumineuses avec beaucoup de contraste en extérieur, etc., avoir autant de flexibilité, c'est vraiment quelque chose qui change la vie pour un vidéaste. Donc à l'avenir, si j'ai la chance de passer plus de temps avec un Z9 ou un Z8, je sais que je vais essayer d'exploiter un maximum ces fichiers NRAW parce que ça m'a vraiment bluffé. Donc tout ce qu'on a vu là, les performances de l'autofocus, la capacité de filmer en 8K ou en 4K 120 images par seconde, les différents codecs et tout ça en interne, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose que son boîtier et son objectif pour faire de superbes images. Ça en fait vraiment le boîtier idéal pour ceux qui sont comme moi, qui sont tout seuls, qui n'ont pas une équipe avec eux, qui filment tout seuls parce que y a tout directement dans la main pour faire des images assez incroyables. Et même si le Nikon Z9 ne ferait pas de photos, déjà ce boîtier vaudrait le coup pour toutes ses capacités vidéo parce qu'en fait c'est quasiment une caméra de cinéma. Mais le Z9 est aussi un excellent appareil photo, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Avant de passer à la partie photo, j'aimerais parler un tout petit peu d'ergonomie tout d'abord. La première chose quand on change son objectif, qu'on se rend compte, c'est la protection du capteur. Ça c'est vraiment excellent pour ceux qui changent souvent d'objectif sur le terrain, c'est indispensable parce que surtout les mirrorless sont beaucoup sujets à capter les poussières sur le capteur vu qu'il n'y a pas le miroir pour protéger. Là c'est vraiment super d'avoir ce volet. Alors certes le boîtier est un petit peu gros par rapport à d'autres mirrorless, mais moi j'aime beaucoup d'avoir ce grip à la verticale où il y a tous les boutons qui sont bien disposés. Aussi il y a tellement de boutons sur le boîtier que ça permet quand même d'avoir de l'espace, d'avoir un boîtier qui est assez grand. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, le poids finalement, c'est pas très important, surtout que ça apporte de la stabilité au boîtier quand on l'utilise en vidéo. Et puis tout l'intérêt aussi d'avoir un gros boîtier, c'est de pouvoir y loger une grosse batterie, on l'a vu tout à l'heure que c'était extrêmement important. Mais l'ergonomie, quand vous prenez en main le boîtier, si jamais vous avez pas encore mis la main sur un Z9, peut-être aller dans une boutique pour voir, juste le prendre en main, tout de suite on se sent à l'aise, le grip est assez profond, on tient bien le boîtier, enfin honnêtement, au niveau de l'ergonomie et de la prise en main, je trouve ça juste excellent. Également sur le boîtier, il y a énormément de boutons qui sont très utiles aussi en vidéo, j'en ai pas parlé, mais par exemple il y a un bouton pour régler le volume du micro, il y a un bouton pour la balance des blancs, etc. C'est des petites choses qui sont assez intéressantes de pouvoir avoir tout ça sur le boîtier, sachant que le paramétrage du boîtier, quand vous le prenez en main, ça prend un certain temps. Prévoyez une bonne heure pour tout paramétrer parce qu'il y a quand même énormément de fonctionnalités sur ce Nikon Z9, ce qui est très bien, mais c'est un appareil photo complexe. Si vous avez jamais fait de photos ou de vidéos de votre vie, ça peut être assez perturbant de voir tout ça, mais après bon, on s'y fait assez vite, mais bon, il y a une prise en main qui prend quand même un certain temps. Un point excellent aussi, c'est que tous les boutons sont rétroéclairés, donc pour ceux qui font de l'astrophotographie ou ceux qui font des vidéos de nuit, etc., c'est extrêmement pratique de pouvoir voir ces boutons comme ça. Je trouve les molettes très agréables à utiliser, c'est une sorte de plastique un petit peu tendre qui grippe bien au doigt. C'est un peu différent que sur le Z6 où là c'est quelque chose d'un petit peu plus métallique, un petit peu plus rigide. Là vraiment il y a du bon grip, donc dans des conditions un peu extrêmes, je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Et puis pour ce qui est de la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux, c'est le fer de lance de la marque Nikon, donc c'est juste irréprochable. Et également pour ce qui est des connectiques sur les côtés, il y a un port Ethernet, pour certains ça peut être intéressant en studio, il y a aussi un port HDMI complet, c'est pas un mini HDMI, on peut vraiment mettre un câble HDMI classique, donc ça c'est également extrêmement pratique, étant donné qu'il y a de la place sur le boîtier, on peut avoir des fonctionnalités qui sont assez sympas. Il y a juste un point que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a un petit switch pour basculer de la photo à la vidéo. Normalement on est censé garder tous nos réglages quand on passe de la photo à la vidéo. Certes, les réglages qui sont enregistrés restent, mais si par exemple vous vous mettez en photo en priorité ouverture, donc le mode d'exposition avec le A, priorité ouverture, et que vous mettez en vidéo en manuel, parce qu'en vidéo la plupart du temps on est tout le temps en manuel, si vous basculez de l'un à l'autre, ça ne change pas le mode d'exposition. Si vous mettez en photo en priorité ouverture et que vous basculez en vidéo, ça reste en priorité ouverture. Vous devez manuellement aller vous remettre en mode manuel, donc ça c'est une manip en plus, et c'est un petit peu dommage parce que si vous êtes en train de filmer sur terrain, vous voulez passer de la photo à la vidéo très rapidement, c'est dommage de devoir faire des manipulations en plus pour passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, en parlant de passer de la vidéo à la photo, je vous propose qu'on parle un petit peu plus de la partie photo de ce boîtier. Donc c'est un capteur plein format de 45,7 mégapixels, extrêmement intéressant pour si on a besoin de cropper dans l'image parce qu'on garde énormément de définition. Nikon a décidé également de supprimer l'obturateur mécanique, il y a uniquement un obturateur électronique sur ce boîtier. Donc peut-être que sur la durée de vie ça peut être assez intéressant à voir dans quelques années ce que ça donne, mais ça donne la possibilité de pouvoir shooter à 1/32 millième de seconde sur la vitesse d'obturation, et ça c'est extrêmement intéressant surtout si vous utilisez des optiques qui sont extrêmement lumineuses comme les Nikon 50 mm 1.2 que j'ai utilisé, le 85 mm 1.2 aussi que j'ai eu la chance d'utiliser, je vous en parlerai un petit peu après, mais des fois quand on est en pleine journée à 1.2, 1/8 millième de seconde comme la plupart des boîtiers, c'est pas suffisant, c'est trop lumineux, donc pouvoir se mettre à 1/32 millième de seconde c'est extrêmement cool.
Ensuite, pour ceux qui ont besoin du mode rafale, on peut aller jusqu'à 20 images par seconde en RAW. Si vous mettez en JPEG en 11 mégapixels, je crois, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Le point intéressant, c'est qu'avec l'excellent processeur qui est à l'interne, c'est le Exceed 7, je crois qu'ils appellent ça. Il n'y a pas de blackout lorsque vous faites vos rafales, donc vous pouvez être en train de faire vos photos et vous continuez de voir l'action. Il n'y a pas de petit flash noir entre vos photos, donc ça c'est génial aussi pour rien perdre de l'action. En fait, quand vous prenez vos photos, il y a un petit cadre blanc qui se met sur le côté pour vous dire qu'il y a une image qui a été déclenchée et c'est tout. Et ça c'est perturbant un peu au début de plus avoir ce blackout, mais finalement, lorsqu'on est sur des scènes d'action, c'est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure de double slot de CF Express pour les pros qui font énormément de photos et qui sont souvent justement dans ce buffer. C'est extrêmement important d'avoir 2 CF Express disponibles sur le boîtier, parce que si vous avez une CF Express et une carte SD et puis que vous enregistrez en double sur les 2 cartes pour avoir une sécurité, vous êtes limité par la performance de votre carte SD. Là au moins les 2 sont en CF Express et vous avez un maximum de capacité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'autofocus en vidéo, également en photo il est excellent. C'est vrai que c'était sur les Z6 et Z6 II le point où on peut avoir un petit peu de progression, un bon axe d'amélioration sur ces Z6 parce que l'autofocus dans certains cas peut ne pas être assez rapide, etc. Là ça fonctionne extrêmement bien, ça verrouille bien le sujet, surtout avec les dernières optiques Nikon, on a des autofocus qui sont extrêmement rapides, extrêmement silencieux, donc moi j'ai trouvé ça juste excellent. J'ai jamais utilisé un boîtier qui a eu un meilleur autofocus que celui-ci, sachant que vous avez bien sûr la détection des yeux des personnes, même si vous mettez les zones personnalisées dont on parlait tout à l'heure, donc ces zones personnalisées dont je vous parlais, on peut le mettre aussi en photo, on peut faire la zone qu'on veut. Admettons que vous êtes allongé dans un champ, vous voulez prendre en photo un lièvre, vous pouvez très bien avoir juste une bande juste au-dessus de l'horizon de l'herbe. Pour pas que le boîtier fasse la mise au point sur les petits brins d'herbe, vous mettez une bande juste au-dessus et ça vous permet de traquer très facilement votre animal, donc ça je trouve ça génial. Il y a aussi le suivi 3D que je trouve excellent, c'est quelque chose que j'ai utilisé de plus en plus, plus je passais du temps avec le Z9, plus j'utilisais ce mode d'autofocus, peu importe la situation, parce qu'en fait vous avez juste un carré blanc. Moi je mets ma commande d'autofocus sur le bouton AF on, donc en fait je mets juste mon cadre blanc sur le sujet que je veux traquer, je maintiens appuyé sur le AF on et je vais pouvoir cadrer ensuite très facilement, et j'ai trouvé ça extrêmement pratique, extrêmement rapide, et puis ça suit le sujet sur quasiment tout le cadre de l'image. Il y a juste une petite partie sur le côté où ça décroche, mais c'est très fin, et honnêtement c'est extrêmement pratique d'avoir ce suivi 3D. Si on parle un petit peu du viseur, parce que forcément sur la partie vidéo j'ai très rarement l'œil dans le viseur, mais en photo en revanche, j'ai pu remarquer que le viseur est extrêmement lumineux, et puis l'œil ton rond je trouve est très bien, ça épouse vraiment bien l'œil et du coup on voit vraiment bien l'écran. Après, ce qui était vrai tout à l'heure sur la partie vidéo, bien sûr, d'avoir une grosse batterie, c'est extrêmement intéressant en photo. Vous faites une journée de shooting sans aucun problème avec une seule batterie. Pour ce qui est de la qualité d'image générale, c'est super. C'est là où je pense qu'il y a le moins d'écart avec un Z6, mis à part avoir plus de définition et une plage dynamique un petit peu plus grande, mais le rendu des couleurs est très proche d'un Z6 ou d'un Z6 II, donc il n'y a pas beaucoup de différence sur ce côté-là. Cette partie, c'est plus l'optique qui va faire la différence. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de l'utiliser avec le 50 mm 1.2. Un objectif assez incroyable avec un flou d'arrière-plan vraiment très doux, un autofocus qui est très précis, et puis dès la pleine ouverture à 1.2, il y a énormément de piqué, donc c'est génial. J'ai également utilisé avec le 85 mm à 1.2 que Nikon m'a prêté aussi pendant mon prêt du Z9. Une optique aussi géniale, vraiment, le flou d'arrière-plan, cette douceur, la capacité de mélanger les couleurs entre elles sur l'arrière-plan, ça fait vraiment un arrière-plan qui est vraiment très crémeux, très doux. J'avais jamais vu ça sur d'autres optiques que le 50 1.2 ou 85 1.2, c'est vraiment génial. Et puis les transitions aussi des zones de netteté jusqu'aux zones de flou est très douce, c'est très progressif. Alors certes c'est pas un test d'objectif ici, mais je voulais juste mentionner ça rapidement. Mais voilà, avec ces optiques là de ce style, c'est vraiment génial d'utiliser un boîtier Z9. Et puis étant donné que ce sont des optiques, les 50 mm 1.2, 85 1.2, des optiques assez importantes, assez lourdes, finalement quand on met tout ça sur un Z9, c'est assez cohérent, c'est un bon équilibre. Le 85 mm 1.2, c'est un objectif qui est quand même costaud. Quand vous le mettez sur le Z9, ça fait quelque chose de sérieux. Mais c'est bien équilibré et on voit que c'est fait pour fonctionner ensemble. Et juste un petit mot également sur les capacités en basse lumière et pour ce qui est du bruit numérique. Donc je suis allé faire aussi un petit peu d'animalier avec le 400 mm 4.5. Il ne faut pas s'attendre, en revanche, en termes de bruit numérique, d'avoir quelque chose de mieux qu'un Z6 ou un Z6 II. Les Nikon Z6 et Z6 II sont excellents en basse lumière. Le Z9 ne fera pas mieux. Le bruit sera un petit peu différent, mais ça sera pas mieux en basse lumière si vous montez les ISO. Il y a 45,7 mégapixels, donc c'est difficile de faire mieux qu'un appareil qui a 24 mégapixels. Après, au-delà de ça, il y a plein de fonctionnalités qui sont arrivées avec les différentes mises à jour. Récemment, il y a eu par exemple la fonctionnalité de pré-déclenchement. Le boîtier va garder en mémoire sur une mémoire tampon un nombre de photos que vous aurez déterminé, peut-être 4-5 secondes avant le déclenchement. Et dès que vous allez déclencher la photo, en fait, il va enregistrer toutes les photos d'avant. Si vous avez besoin de prendre des photos d'un moment précis, vous pouvez revenir en arrière. Ça, c'est juste génial. C'est une fonctionnalité que j'ai pas pu essayer
Comme je vous disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à voir sur ce boîtier qu'en un mois, j'ai pas pu tout voir franchement, parce que c'est juste assez impressionnant d'avoir tout ça sur un boîtier. Il y a aussi une fonction qui a été rajoutée récemment, c'est le fait de pouvoir utiliser son appareil photo un petit peu comme un piège photo pour l'animalier. En fait, il peut y avoir un déclenchement automatique. Alors ça peut être utile aussi dans d'autres cas que l'animalier, mais admettons, vous paramétrez votre boîtier, vous le mettez dans un endroit où vous savez qu'il y a un animal qui va venir se poser, peut-être un oiseau, et dès qu'il y a un oiseau qui arrive à cet endroit-là, ça va déclencher tout seul. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui ont été rajoutées avec le temps et je trouve ça assez incroyable. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai forcément oublié des choses parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce boîtier. Je vous ai dit l'essentiel, ce qui selon moi est le plus important. Si je devais résumer en quelques mots ce que je pense du Z9, c'est un boîtier qui peut tout faire, peu importe le tournage que vous avez besoin de faire, peu importe le shooting que vous avez besoin de faire. Le Z9, il sait absolument tout faire. La seule limite, c'est votre créativité et c'est assez vertigineux de voir tout ce qu'on peut faire avec. Et j'espère à l'avenir pouvoir passer plus de temps avec un Z9 ou peut-être un Z8 pour pouvoir exploiter un maximum tout ça. Mais c'est sûr que c'est un outil assez incroyable. Et tout ça couplé aux super objectifs qu'a sorti récemment Nikon. Je vous ai parlé du 50 mm 1.2, il y a le 85 mm 1.2. J'utilise aussi le 105 mm macro, vous avez pu voir quelques photos là dans cette vidéo. C'est un objectif que j'utilise beaucoup pour mes photos et mes vidéos de produits. Enfin, tout ça fait que ce package du Z9 avec ses optiques Z, c'est juste incroyable. Donc si vous avez la possibilité d'essayer tout ça, n'hésitez pas à aller en magasin, prendre en main et voir ces boîtiers et ces objectifs parce que c'est vraiment le niveau au-dessus de tout ce que j'ai pu utiliser par le passé. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!